Un humain consumé par l'obscurité et la vengeance est capable de dépasser les limites de la cruauté humaine afin d'obtenir sa propre satisfaction, en regardant le monde souffrir comme il l'a fait autrefois. Cette satisfaction n'est pas un plaisir simple. C'est une forme terrifiante d'alchimie psychologique, où le traumatisme d'une personne est transmuté en une sentence universelle. Le monde doit ressentir ce que j'ai ressenti. C'est la directive principale du commutateur de cruauté une fois qu'il a été activé par une souffrance profonde. Cette transformation, ce baptême noir par la douleur, n'est pas une anomalie. C'est l'éveil d'un mécanisme enfoui profondément dans notre matériel évolutif, conçu pour un monde où la justice était un concept qui n'existait pas. Pour la plupart, ce commutateur reste dormant, maintenu en échec par des contrats sociaux et l'espoir d'une résolution. Mais lorsque cet espoir s'éteint, lorsque le système échoue, lorsque les excuses ne viennent jamais, lorsque la douleur est laissée à pourrir, la décomposition commence. L'esprit, dans un acte désespéré d'autopréservation, réécrit son propre code. Il cesse d'être un récepteur passif de la douleur et devient un agent actif de celle-ci. Et c'est ici que le secret le plus terrifiant de la psyché humaine est découvert. L'acte de faire souffrir ceux qui vous ont fait du tort procure une libération neurochimique. C'est une poussée de dopamine et d'adrénaline qui imite la sensation de pouvoir, de contrôle, de but. C'est un poison qui a le goût d'un remède. Le cerveau ne cherche pas seulement l'équilibre. Il poursuit un état d'euphorie. Ce poison, ce remède, n'est pas une émotion. C'est un mécanisme, une arme forgée dans les parties les plus anciennes et primitives de l'esprit. Son déclencheur est l'humiliation. Son carburant est la mémoire. Pour comprendre l'arme, il faut d'abord comprendre son architecture. Les voies neuronales où la douleur se transforme en plaisir et où une victime est reforgée en prédateur. Mais ce reforging n'est pas le seul chemin. L'arme de la cruauté existe sous deux formes essentielles. Il y a l'arme qui est méticuleusement forgée dans le feu du traumatisme. Et il y en a une qui est simplement née défectueuse. Celle dont l'architecture interne n'a jamais été conçue selon un code, dont les plans ont été dessinés avec une erreur fondamentale. Dans ces esprits, le commutateur de la cruauté n'est pas un commutateur du tout. C'est l'état par défaut. Un niveau de froideur, de détachement utilitaire, un vide où l'empathie aurait dû être. Voici l'architecture du psychopathe. Et peut-être que personne dans l'histoire récente n'a incarné cette vacuité glaçante plus que le tueur à gages connu sous le nom de Richard Kuklinski. Selon ses propres dires, il a tué plus d'une centaine de personnes. Il était un mari et un père aimant, une façade parfaite de normalité en banlieue. Mais derrière le masque, il n'y avait rien. Lorsqu'on lui a demandé s'il ressentait du remords d'avoir pris une vie, sa réponse a été simple. Non. Pour Kuklinski, tuer n'était pas un acte de passion. C'était une transaction commerciale, une solution à un problème. Il parlait du meurtre avec la même détachement émotionnel qu'un mécanicien utiliserait pour décrire le changement d'un pneu. Des études sur des individus comme lui montrent une activité diminuée dans le cortex préfrontal, notre boussole morale. Leur amygdale, le centre de l'émotion, est sous-dimensionnée et sous-réactive. Ils ne ressentent pas la peur comme nous. Et plus important encore, ils ne peuvent pas la percevoir chez les autres. Vous ne pouvez pas empathier avec une émotion que vous êtes incapable de ressentir. La terreur d'une personne n'était pas un signal pour s'arrêter. C'était simplement une donnée. Son interrupteur de cruauté n'a pas été activé par un traumatisme. Il était fixé en permanence en position ON parce que le mécanisme OFF n'a jamais été installé. Il était un prédateur par conception. Et ainsi, Kuklinski représente un pôle de la cruauté humaine, celui né d'un vide biologique. La cruauté de l'indifférence absolue. Mais si c'est cette cruauté qui naît, il existe un autre pôle, plus tragique, la cruauté qui est créée. C'est le commutateur qui n'est pas brisé par la nature, mais systématiquement brisé par la conception. Un processus non pas de génétique défectueuse, mais d'endoctrinement méticuleux et écrasant pour l'âme. Il n'y a pas d'exemple plus puissant
que le phénomène de l'enfant soldat. Un enfant ne naît pas tueur. Il est façonné en nain. Le processus est une œuvre maîtresse de psychologie sombre, un démantèlement systématique d'une âme humaine. D'abord, l'enlèvement. L'enfant est séparé de son identité, de sa famille, de son nom. Ensuite, le traumatisme. Il est forcé d'assister et de subir des actes d'une brutalité inimaginable. Une exposition conçue dans un seul but, la désensibilisation. Le cerveau, pour se protéger, commence à se fermer. Les cris des autres deviennent du bruit de fond. Enfin, arrive le point de non-retour. L'enfant est contraint de commettre une atrocité. Cet acte sert une fonction diabolique. Il coupe toute voie de retour vers leur ancienne vie et les oblige à s'identifier à leur agresseur. Pour faire face, l'esprit de l'enfant adopte la vision du monde de ses ravisseurs. Ils ne sont plus une victime. Ils sont un soldat. Quelqu'un doté du pouvoir. Leur interrupteur de cruauté a été forcé de basculer. Contrairement aux psychopathes qui ne ressentent rien, la cruauté du soldat enfant naît d'un maelstrom de terreur et de honte. Leur violence est un langage qu'ils ont été forcés d'apprendre. Ils infligent la douleur pour prouver qu'ils ne sont plus ceux qui la ressentent. C'est la deuxième architecture de la cruauté. Non pas un esprit conçu avec une faille, mais celui délibérément démoli et reconstruit en une arme. L'un est le prédateur froid, né d'un bug dans le code. L'autre est le fantôme qui hurle, né d'un système conçu pour briser les âmes. Les deux sont capables d'une cruauté sans limite, mais ils y parviennent par des chemins totalement différents. Pourtant, bien que les chemins vers la cruauté puissent différer, l'un de froide vacuité, l'autre de traumatisme brûlant, ils convergent souvent vers une destination unique et terrifiante. Un état dans lequel l'infliction de la douleur n'est plus simplement un moyen d'atteindre un but, mais devient une fin en soi. Une source de plaisir chimique profond. Pour comprendre le prédateur, il faut d'abord comprendre sa récompense. Il faut comprendre l'addiction au pouvoir. Le cerveau humain est câblé pour la récompense. Il libère une substance chimique, la dopamine, pour des actions qui favorisent la survie. Manger, procréer, renforcer les liens sociaux. Mais ce système ancien présente une vulnérabilité. Il ne peut pas toujours distinguer ce qui est productif de ce qui est simplement stimulant. Il peut être détourné, et rien ne le détourne autant que la sensation de domination. L'affirmation de sa volonté sur une autre personne, l'acte de contrôler, de commander, d'être la cause de la peur ou de la soumission de l'autre, ce sont des expériences qui peuvent inonder le cerveau des mêmes substances chimiques enivrantes que n'importe quelle drogue. Le pouvoir n'est pas une construction sociale, c'est un événement neurochimique. Et comme toute drogue puissante, il est addictif. Cette addiction explique une forme particulière de cruauté à grande échelle. Pas la cruauté passionnée de la vengeance, mais la cruauté froide et indifférente des puissants. La cruauté du tableau Excel et du bilan. Pour cela, nous remontons à la fin du 19e siècle, au cœur de l'Afrique, un territoire privé non pas d'une nation, mais d'un seul homme, le roi Léopold II de Belgique. Son État indépendant du Congo n'était pas une colonie. C'était son fief personnel. Sous le déguisement philanthropique de civiliser les indigènes, il a orchestré l'un des génocides les plus horribles de l'histoire humaine. Le but n'était pas la haine ou l'idéologie, c'était le profit. Plus précisément, le caoutchouc. Son système était une cruauté de qualité industrielle. Les villages se voyaient imposer des quotas impossibles pour la collecte du caoutchouc. Le non-respect de ces quotas était puni par la mort. Mais les balles étaient coûteuses. Ainsi, pour s'assurer que ces soldats ne gaspillant pas de munitions à chasser, ils ont été ordonnés de fournir la main coupée d'une victime pour chaque balle tirée. Cette politique est tombée dans une économie grotesque de membres humains. Les mains étaient collectées, fumées et comptabilisées par des surveillants. Les gens étaient mutilés non par colère, mais pour des raisons comptables. Quel était le plaisir de Léopold, à des continents de distance, dans son palais de Bruxelles? Ce n'était pas le sadisme du fouet. C'était le plaisir divin de contrôle absolu. Le plaisir de déplacer des millions d'êtres humains comme des pièces sur un échiquier.
de transformer une population entière en ressource, une entrée dans un registre. La souffrance des Congolais était la preuve de son pouvoir. Chaque main coupée, chaque village brûlé, chaque vie éteinte était un témoignage de l'ampleur de sa volonté. Il était accro, non pas à la vue du sang, mais au sentiment de domination à une échelle que peu ont jamais connue. Il est facile de rejeter une telle monstruosité comme étant le produit unique de l'ambition d'un roi, une anomalie historique. Nous nous réconfortons en croyant que cette cruauté froide et systémique nécessite un mal particulier. Mais le dossier psychologique suggère quelque chose de bien plus troublant, que le plaisir enivrant du pouvoir n'est pas une saveur rare. C'est une vulnérabilité universelle, attendant les bonnes conditions pour émerger. Conditions créées, par exemple, dans le sous-sol d'une université. En 1971, le psychologue Philippe Zimbardo a entrepris d'étudier le pouvoir des rôles. Il a pris un groupe d'étudiants masculins ordinaires, psychologiquement stables, et leur a assigné au hasard le rôle de prisonnier ou de garde dans une prison simulée. L'expérience devait durer 2 semaines. Elle a dû être arrêtée après 6 jours. Les gardes, de jeunes hommes moyens, se sont transformés à une vitesse terrifiante. Dotés d'uniformes, de lunettes de soleil miroir et d'un soupçon d'autorité, ils sont tombés dans la tyrannie. Ils ont inventé leur propre forme de torture psychologique, forcé les prisonniers à des actes humiliants, utilisé la privation de sommeil, exigé une obéissance absolue et aveugle. Il n'y avait ni but, ni profit, ni idéologie. La cruauté était le but. Ils n'ont pas été ordonnés d'être sadiques. Ils ont découvert un plaisir profond dans l'acte de domination lui-même. L'expérience de la prison de Stanford a révélé une vérité effrayante. Le commutateur de cruauté n'a pas toujours besoin d'être brisé par un traumatisme ou défectueux à cause de la biologie. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est la permission, un uniforme, un rôle, un déséquilibre perçu de pouvoir. Cela a montré que l'addiction à la domination est un virus dormant dans le logiciel humain, et même une petite dose d'autorité peut suffire pour qu'il prenne le contrôle de tout le système. Le château de Léopold et le sous-sol de Zimbardo étaient différents par l'échelle, mais pas par l'essence. Les deux étaient des théâtres où des hommes ordinaires ont découvert le même plaisir sombre. L'euphorie qui vient du fait de tenir la humanité d'une autre personne dans ses mains et de serrer. Mais le théâtre de la cruauté n'est pas toujours une colonie de rois ou un sous-sol de prison. L'exercice du pouvoir n'est pas toujours une pression violente. Dans notre monde moderne et civilisé, la brutalité ouverte est souvent punie, alors la cruauté s'est adaptée. Elle a évolué. Elle est devenue silencieuse, précise, psychologique. La forme de cruauté la plus courante, et peut-être la plus insidieuse, n'est pas un marteau, mais un scalpel. Elle est maniée non pas par des gardes ou des soldats, mais par les personnes en qui nous avons confiance, celles avec qui nous travaillons, celles que nous aimons. Ce sont eux les maîtres du changement dans notre vie quotidienne. Ils opèrent dans le domaine de la guerre émotionnelle et psychologique, un paysage de règles non écrites et d'agressions déniables. Et leur laboratoire est souvent l'endroit où nous nous sentons le plus vulnérables. La relation amoureuse. Considérez la cruauté du partenaire narcissique. La relation avec un narcissique est un théâtre pour un seul spectateur, lui-même. Leur partenaire n'est pas une costard, mais un accessoire, un objet dont le but est de refléter leur propre grandeur perçue. Et ils utilisent une boîte à outils raffinée de cruauté psychologique pour maintenir cet accessoire à sa place. Cela commence par l'idéalisation, un torrent d'affection et d'attention si intense qu'il ressemble à une connexion d'âme sœur. Ce n'est pas une émotion sincère, c'est une tactique. C'est le leurre de la proie. Une fois que la victime est émotionnellement investie, la dévaluation commence. Le commutateur de cruauté du narcissique, pathologiquement sensible à toute offense perçue ou blessure narcissique, commence à basculer. Ce n'est pas la cruauté des poings, mais celle des mots et du silence. C'est la cruauté du gaslighting, où le narcissique devient l'arbitre de votre réalité. Cela ne s'est jamais produit. Tu es trop sensible. Tu te souviens mal.
C'est un assassinat au ralenti de la santé mentale de la victime, conçu pour la faire douter de ses propres perceptions et devenir totalement dépendante de la version des événements du narcissique. C'est la cruauté du traitement silencieux. Ce n'est pas une simple absence de communication. C'est un silence weaponisé, un vide étouffant d'abandon émotionnel. C'est une démonstration de pouvoir absolu, une punition qui transmet un message terrifiant. Tu n'existes pas à moins que je décide que tu existes. La victime, désespérée de mettre fin à l'agonie, s'excusera pour des transgressions qu'elle n'a jamais commises, juste pour être à nouveau reconnue. Et c'est la cruauté de l'insulte subtile, du compliment en apparence gentil, mais blessant. Cette présentation était étonnamment bonne. Je ne pensais pas que tu en étais capable. Un cadeau avec une lame de rasoir cachée à l'intérieur. Chaque commentaire est une petite coupure, conçue pour faire saigner lentement l'estime de soi de la victime, s'assurant qu'elle ne se sente jamais assez confiante pour défier le narcissique ou partir. Pour le narcissique, cette cruauté constante et de faible intensité n'est pas un sous-produit malheureux de leur personnalité. C'est le système de maintien. C'est l'outil qu'ils utilisent pour gérer leur propre ego fragile, en veillant à ce que la personne la plus proche d'eux se sente perpétuellement déséquilibrée, inadéquate et totalement sous leur contrôle. Cette cruauté intime et émotionnelle est conçue pour soutenir un moi fragile. Mais il existe une autre forme de maître quotidien, dont la cruauté n'est pas défensive, mais purement offensive. Celui qui n'a pas besoin d'être blessé pour attaquer. C'est le prédateur dans la jungle d'entreprise, le professionnel qui manie la cruauté avec la précision froide et détachée d'un maître stratège, le psychopathe d'entreprise. Dans le monde stérile, éclairé au néon, de l'office moderne, l'agression ouverte est une démarche qui met fin à une carrière. Ici, l'interrupteur de la cruauté est silencieusement activé, et la violence s'exprime à travers des emails, des réunions et des conversations dans les couloirs. Le psychopathe d'entreprise prospère dans cet environnement. En surface, il est charmant, charismatique et compétent. Mais en dessous, il agit avec le même manque d'empathie qu'un Richard Kuklinski. Seule différence, son arme choisie est l'information et la dynamique sociale. Leur cruauté est une stratégie pour progresser. Il s'agit du sabotage stratégique d'un rival avant un projet majeur, en oubliant de partager une donnée cruciale, garantissant ainsi l'échec de l'autre tout en apparaissant innocent. C'est l'assassinat de réputation mené autour d'un café en diffusant des doutes subtils sur la stabilité ou la compétence d'un collègue. Je suis préoccupé par John. Il semble un peu dépassé ces derniers temps. Tu ne trouves pas? C'est le vol habile de crédit, où il se positionne comme la figure d'un projet d'équipe réussi, tout en créant simultanément un réseau de blâme pour détourner toute responsabilité en cas d'échec. Ils voient leurs collègues non pas comme des êtres humains, mais comme des pions sur un échiquier. Ils ne ressentent aucune culpabilité à sacrifier un pion pour faire avancer leur position. Contrairement au narcissique, qui est motivé par un besoin insatiable d'admiration, le psychopathe d'entreprise est motivé par un simple désir de pouvoir, d'argent et de stimulation. Il crée le chaos parce que c'est efficace et parce qu'un monde de collègues stressés et paranoïaques est un monde plus facile à manipuler. Ces deux figures, le narcissique et le psychopathe d'entreprise, sont le visage moderne de la cruauté. Elles montrent que le commutateur n'a pas besoin d'une guerre ou d'une prison pour être activé. Il peut être actionné par un ego blessé dans une chambre calme ou par une ambition froide dans une salle de réunion au mur de verre. Elles sont la preuve que les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux qui marchent parmi nous, invisibles, brandissant des armes que nous ne pouvons même pas voir. Ainsi, nous les voyons. Le prédateur dans la salle de réunion, le tyran dans la chambre à coucher. Nous avons vu le roi sur son trône d'os et l'enfant transformé en monstre. Nous avons vu le vide froid de l'esprit né sans conscience et le feu déchaîné de l'âme brisé par le traumatisme. Nous avons vu l'homme ordinaire transformé par un uniforme. Ils semblent si différents, ces visages de la cruauté. Une galerie de monstres, distincts et séparés. Mais c'est la dernière, la plus inconfortable illusion. Parce que ce que ces histoires nous montrent,
Ce n'est pas l'existence de différents types de monstres, mais les nombreuses clés différentes qui peuvent ouvrir la même pièce sombre dans la psyché humaine. L'architecture est la même. L'arme est la même. L'interrupteur est le même. Qu'il soit activé par un bug dans le câblage du cerveau, par la pression systématique du traumatisme, par le goût enivrant du pouvoir ou par le doux murmure d'un ego blessé, le mécanisme est universel. C'est la capacité humaine à suspendre l'empathie. La capacité de dégrader une autre personne d'un être semblable à un objet, un obstacle, un outil. Le psychopathe, l'enfant soldat, le roi, le gardien de prison, le narcissique, le manipulateur d'entreprise, ils ne sont pas des aberrations. Ce sont des études de cas. Ce sont des exemples extrêmes d'un potentiel qui sommeille au sein même de la condition humaine. Ils sont l'écho dans le miroir. Et c'est la vérité finale, glaçante. L'étude de la psychologie obscure ne consiste pas à apprendre à repérer le monstre dans la foule. Il s'agit de comprendre l'architecture du monstre intérieur. C'est la reconnaissance que la capacité de cruauté n'est pas un mal que nous pouvons éliminer du monde. C'est une partie fondamentale de notre propre logiciel, un protocole primal qui peut être activé dans les bonnes ou mauvaises circonstances. La question n'est pas de savoir si l'interrupteur existe. La question est, qu'est-ce qu'il faudrait pour le faire basculer? Où est votre point de rupture? Quelle injustice? Quel trauma? Quelle soif de pouvoir faudrait-il pour que votre désir de justice pourrisse et que vous découvriez le plaisir à sa place? La frontière entre victime et prédateur n'est pas un mur de pierre. C'est un fil de circonstances, un murmure de justification, un seul interrupteur basculé.